Chère auditrice, cher auditeur, dans cet épisode, tu vas entendre la deuxième partie de la rencontre avec Sébastien Dallaire. Tu le sais, un des défis des entreprises familiales, c'est de dépasser, de se libérer parfois de certains schémas relationnels inconscients entre membres de la famille et qui tendent à s'importer sans crier gare dans l'entreprise, parfois pour le meilleur, mais aussi parfois avec un coût humain et une vraie perte d'efficacité. Je repense à cette fratrie d'une entreprise accompagnée il y a quelques années, où le plus jeune frère, devenu grand, continuait à chercher frénétiquement sa place parmi ses deux aînés dans l'entreprise, demandant titre et reconnaissance, et ayant tant de mal à prendre sa place de manager devant son équipe. Sébastien, dans cet épisode, nous parle de sa relation avec son frère présent et co-actionnaire de l'entreprise, et comment ils ont mené ensemble un chemin de libération de leurs vieux schémas relationnels qui ont pollué pendant tant d'années leur relation entre frères. Et nous verrons comment cela s'est importé naturellement dans l'entreprise. Il nous parle également de sa relation avec ses associés, ses quatre associés, et du fonctionnement de la gouvernance actuelle de l'entreprise. Bref, vous l'avez compris, ça va encore être un moment passionnant. A tout de suite. Tu as repris le flambeau de l'entreprise familiale, où tu as créé ta propre boîte, et tu sens que ton entreprise a besoin de vivre un virage pour devenir plus agile, plus collaborative. Au fond de toi, tu as l'intuition qu'on peut créer un décalage stratégique dans cette boîte par une culture plus humaine et une organisation plus horizontale et responsabilisante. Tu es au bon endroit. Mon nom est Thomas Fio et au travers de mon métier de coach et d'accompagnateur, j'aide depuis plus de 15 ans des entrepreneurs familiaux à réussir leur pari. Dans ce podcast, je t'aide à trouver de l'inspiration et des idées en te faisant rencontrer des dirigeants familiaux avec des expériences inspirantes et en te partageant des outils impactants pour faire pivoter ton entreprise. Mon intention, c'est que tu trouves ici des clés pour marquer ton empreinte sur ta boîte. Merci de ton écoute. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Alors, je voudrais aborder, on avance dans l'épisode et Bien sûr. j'aimerais parler un peu de ton frère. Tu l'as évoqué, mais de votre histoire à tous les deux, de finalement, ça, vous venez d'où tous les deux et où est-ce que vous êtes aujourd'hui et Ouais. ouais, voilà, je pense que ça peut être inspirant pour nos auditeurs là, qui parfois vivent, tu vois, certaines entreprises avec lesquelles je travaille ou que je côtoie, dans lesquelles il y a des relations frères-sœurs dans l'entreprise et c'est pas si simple. Et bref, Mm. comment chacun trouve sa place là-dedans. Bref, et c'est quoi votre histoire à vous et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ouais, notre histoire à nous, ça remonte à il y a quelques années déjà, hein. Ouais. J'ai 33, mon frère a 30. Ouais, on vient de célébrer ses 30 ans. Euh, Notre histoire remonte au bout où moi, je suis un premier enfant. Je suis le grand frère. Et ma mère vous dirait que, elle vous dirait que j'étais euh, je sais pas si c'est un vieil homme, un jeune adulte ou je sais pas, mais moi, semblerait, je m'en souviens pas, qu'à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il y a une histoire qui me compte que il y avait une amie qui habitait dans le même quartier qui me gardait à l'occasion. Et moi, j'avais le même âge que son fils. Mais quand j'allais me faire garder chez elle, je m'assoyais à l'îlot. Il y avait un îlot là-bas, puis je discutais avec elle, là, avec la mère, comme si c'était une amie. Je posais des questions, je jasais, on parlait de ce que je vis, tu sais, à 2 ans et demi, là, tu sais. Et elle avait un jour demandé à ma mère, avec beaucoup, beaucoup de regrets, de peine, d'arrêter de me garder, parce qu'elle trouvait ça trop difficile que son fils, lui, soit pas encore capable de dire un mot. Donc, ça dépend un peu quel genre de personnage j'étais déjà très jeune. Un petit blond qui parlait tout le temps, dans le fond, tu sais, puis qui avait déjà un charisme et qui était très sympathique et aimé de tous, parfois moins de mes parents parce que je prenais beaucoup de place puis j'étais un peu dérangeant. Mais donc j'ai rapidement fait de l'ombre à mon frère parce que moi ce que j'ai su c'est que dans le fond jusqu'à trop tard je parlais à sa place. Quand mon frère essayait de dire des mots puis de s'exprimer, ben moi je le comprenais parce que moi je jouais avec, tu sais, souvent. Fait que je le comprenais donc je parlais à sa place.
juste par désir de l'aider, dans le fond, tu sais. Juste par. euh, c'est ça, mon but, moi, c'était de l'aider. C'était pas de parler à sa place. C'était de dire, il est pas capable de le dire, je vais le dire. Moi, je le comprends, tu sais. Cette relation-là, elle a été elle est représentative de pas mal tout ce que, dans le fond, a été la suite. Moi qui tape le chemin, mon frère qui a plus de difficultés à trouver le sien, et moi qui lui dis, garde, viens, embarque dans le mien. C'est plus facile. Il est déjà tapé. Ouais. Puis ça, puis je veux pas mettre, euh, je veux pas mettre trop de mots dans, puis avoir l'impression d'être le grand, de quoi que ça doit, en tout cas, j'allais dire ne pas avoir l'air du grand psychologue là, mais c'est sûr que ça fait 1 heure que je parle rien que de psychologie ou presque. Là. Fait que, mais beaucoup dans le jeu. Mais là, ce que j'allais dire, c'est que on a découvert un schéma où ce que mon père valorisait beaucoup mon chemin à moi. Ah oui. Parce que j'étais un jeune persévérant. Hmm. J'étais un jeune, bon, charismatique. Peut-être un peu trop tannant, mais mon père, je pense, c'est pas quelque chose que lui il détestait, tu sais. Euh, bon, il y a eu, il y a eu besoin de faire beaucoup de discipline parce que c'est un policier cadrant qui a vu le pire de tout. Tu sais, il a toujours vu le pire de la société. Fait que c'est sûr que aujourd'hui, je peux dire qu'il y avait beaucoup de peur. Je pense qu'il lui en reste encore quelques-unes, mais il y avait beaucoup de peur à ce moment-là. Donc, euh, mais il reste que j'étais quand même validé puis valorisé dans mon parcours, dans les choix que je faisais, dans les sports, euh, versus mon frère. Mon frère, mon frère, c'était plus difficile. Mon frère, c'était un gars qui était plus talentueux rapidement. Par exemple, je prends l'exemple du hockey. Il était plus talentueux vite, mais s'il n'était pas capable, par exemple, de faire un lancer frappé, il sortait pas dehors le soir pour faire des lancers frappés dans le but par lui-même pour apprendre à faire des lancers frappés. Moi, je faisais ça. Moi, j'étais Hmm. persévérant. Moi, je voulais Hmm. apprendre. Mon frère, il lâchait prise. Hmm. Ça ne tentait pas Hmm. d'apprendre, d'être meilleur. Mais mon père, il trouvait ça vraiment difficile. Mon père, mon père a déjà dit, c'est mon frère qui me l'a dit cette semaine, c'est que il irait pas le voir jouer s'il continuait à ne pas travailler aussi fort. Tu sais. Fait que ça a été difficile pour mon frère de suivre. Puis moi, mais je l'ai pas aidé beaucoup là-dedans parce que mon désir de vouloir plus pour lui que lui-même a aussi à un moment donné viré vers un peu du bullying, là. Tu sais, où j'y mettais une pression supplémentaire, puis je jugeais ses comportements puis ses agissements, parce que moi, dans mon œil à moi, je, 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 je ressentais ou je voyais que, dans le fond, le chemin ou les choix qu'il faisait ne l'apportaient pas vers un bonheur ou ma définition du bonheur à ce moment-là, tu sais. Par Hmm. exemple, mon frère, c'était pas quelqu'un qui, puis encore aujourd'hui, probablement qu'il vous le dirait, il n'y a pas la plus grande facilité avec des amis, par exemple, avoir des amis. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis. Mon frère, Hmm. la plupart de ses amis, c'est des amis qui sont communs maintenant, tu sais. Hmm. Puis ça a été ça beaucoup dans notre jeunesse. Puis, ben moi, vu que à ce moment-là, il y avait plus de difficultés à connecter avec des gens, ben, il connectait avec mes chums, puis il voulait être avec mes amis à moi, mais lui, non. Mais lui, moi, quand je le voyais jouer aux jeux vidéo, je le jugeais. Puis j'ai pas été fin avec mon frère, là. Hmm. Tu sais, j'y volais sa manette pour. Hey, puis pauvre petit, tu sais, j'ai tellement de regrets puis de peine quand j'imagine, tu sais, être dépourvu. Lui, là, il trouvait du bonheur là, à jouer là, aux jeux vidéo, là. Puis il connectait avec du monde hein, aux jeux vidéo, tu sais. Il avait ses écouteurs, puis il connectait avec d'autres mondes. Puis... Hmm. Mais moi, parce que ça rentrait pas dans mes critères à moi, puis que j'avais pas l'impression que ça l'amenait dans une bonne direction, ben, j'étais pas un bon grand frère à ce moment-là, tu sais. Fait que beaucoup eu cette relation-là où justement, je le validais pas non plus, probablement, dans ce que lui faisait, dans ses choix, dans ses idées. Puis, bon, est-ce que ça venait un peu de mon père, parce que je reproduisais un peu ça de mon père, honnêtement, avec un plus de recul, plus de conscience, je pense que oui. Mais c'est pas pour me déresponsabiliser parce que j'en prends toute responsabilité de ça. Tu sais. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai passé par des phases de grande, grande tristesse, puis de peine, puis d'empathie, puis d'amour pour mon frère. Puis ça a été justement, en fait, un gros, gros apprentissage et un des gros points qui a fait que notre relation s'est améliorée, c'est que j'ai fait ce mea culpa, là. Tu sais, quand Hmm. j'ai pris conscience de ça, Ah oui. ma blonde m'a aidé beaucoup aussi parce qu'en fait, là, en réalité, tout ça, en fait, ce que je faisais avec mon frère, c'est que je prenais une posture de père, Hmm. pas une posture de frère.
je prenais une posture de père. Puis c'est ma blonde bon, qui est médecin psychiatre, qui en a vu d'autres et qui est pas pire aussi pour analyser les comportements. Un jour, elle m'entendait, je parlais avec ma mère au téléphone, puis moi et ma mère, parce que c'est arrivé que dans les incertitudes de mon frère, dans son parcours, on avait peur. Puis je Mm. dis on, Mm. comme si moi et ma mère, on était ses parents. Parce Ouais. que mes parents sont divorcés, encore très présents les deux dans la vie et tout, mais c'est juste que moi et ma mère, on a toujours été proches. Donc, on parlait de mon frère comme si c'était notre enfant. Mais ça, c'est ma blonde qui m'a fait ce reflet-là, qui m'a dit, c'est tellement bizarre, tu parles à ta mère comme si tu parlais de votre fils. Ouais. Puis ça m'a fait, au-dessus du coup, j'ai fait, voyons, non. Et puis ça a resté là, là. Puis à un moment donné, justement, en faisant Toscane et tout, j'ai fait, ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Tu sais, c'est Ça a fait son posture-là chemin. de, ah mon Ouais. Dieu, cette Ouais. posture-là, c'est un grand cadeau. Donc, Mm. quand j'ai découvert cette posture-là que je prenais, puis j'ai réalisé en fait que, donc à ce moment-là, on travaillait déjà ensemble. Mais, puis, tu sais, je pense qu'il faut dire, c'est que c'est ça, dans tout ce que je compte du début, on a des moments de grand amour, puis Mm. de grande communion, puis de les deux ensemble, puis parce qu'il y avait beaucoup d'amour derrière ce que je voulais faire, dans le fond, moi. Moi, je souhaitais son mieux, là. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment l'aider. Puis ça paraissait parce que quand il acceptait d'être vulnérable, puis de mettre un genou à terre, et là, on était les deux meilleurs. Parce que là, moi, Mm. j'avais mon rôle. Puis Mm. là, moi, il me prenait pour ce que je me prenais. Mm. Puis là, moi, je le prenais pour ce que je le prenais. Fait que j'avais beaucoup de respect pour lui. Lui avait du respect pour moi. Puis là, il était à l'écoute, puis il comprenait. Il y avait des takeaways, puis gna, 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 gna. Fait que là, moi, hey, là, moi, j'étais validé, valorisé dans mon rôle. Puis là, lui, ben, mais à moindrement c'est comme si c'était toujours des phases de enfance, adolescence. Puis là, quand il Ouais. arrivait dans l'adolescence avec moi, C'est ça. là, il fermait Ouais. tout. Ouais. Il voulait plus rien savoir de moi. Puis là, je pouvais plus rien lui dire. Puis regarde, tu vois, mon réflexe était de lui dire, pas de l'écouter. Moi, j'étais dans une posture de je lui dis ce qui est bon. Donc, là, c'était fini. Puis ça pendant quelques mois. Puis à un moment donné, ben là, whoop, il tombait, ça lui faisait un peu plus mal, il y avait quelque chose qui se passait plus difficile dans sa vie, et là, il revenait vers moi. Hey, c'est flagrant, là. On a regardé les schémas année après année, là, et tu sais, il est même venu me rejoindre à Montréal pendant 3 mois parce qu'il était rendu perdu, ce qu'il voulait faire et tout et tout. Il a vendu sa maison, il est venu me rejoindre à Montréal pendant 3 mois. Il s'est comme un peu rebâti, il s'est redécouvert son identité, puis il a fait, pff, pas bien ça, moi. Puis il a repaqueté bagages, puis il est reparti au Saguenay. Mm. Tu sais, là, c'était du québécois, là, avec l'accent, là, de repaqueter des bagages, envoyer au Saguenay. Excuse-moi. Non, Mais, j'aime bien, moi j'aime bien, je trouve ça très beau. donc, donc c'était vraiment flagrant. Puis, Ouais. donc, quand j'ai tout découvert, cette affaire-là, je, je, comme je dis, je portais une grande peine, puis beaucoup de culpabilité, puis je lui ai partagé un soir. Je l'ai appelé et j'ai dit, il faut qu'on se parle. Et je lui ai tout livré ça. Ouais. Avec toutes les excuses et tout, tout, tout. Je pleurais. Puis là, lui, il trouvait ça bizarre aussi. Il pleurait. Puis sa réaction à lui, ça a été. Ah, ben, je pense qu'il s'est senti excessivement compris, là. Tu sais, Ah, mettons, ouais. c'est validé. Mon Dieu, en fait. Puis même, ben, il a été surpris aussi, lui, de découvrir des choses là-dedans, un peu, de faire comme, ouais, OK, c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Puis il en est venu, ça, je pense que c'est la chose que j'ai envie le plus de partager, Thomas. Ce qui en est venu par après, ça a été d'une grande violence. Ah oui. Pas physique, Ouais. mais ce qui est sorti par après pour lui, ça a été. Il a bien vu que moi, dans la position que je venais de me mettre, c'est que j'étais prêt à tout recevoir. Mm. Et il m'a partagé toute la douleur qu'il a vécue, Mm. toutes les choses qu'il m'a pas nécessairement dit. Mm. Puis je me souviens encore d'être là puis de l'écouter et de voir toute cette douleur-là être ben beaucoup reçu violemment, dans le sens que les mots qu'il utilisait, puis d'être surpris, je me souviens encore d'être surpris pendant qu'il parle, et de Mm. ne pas être déclenché par la violence, Ah par oui. les mots. Ah oui. J'avais pris la décision que je voulais, j'avais pris la décision que c'était pas le temps, c'était plus le temps d'être un père, c'était plus le temps d'être, non, là, ce que je voulais, c'était créer une relation de frère, d'égal à égal, de lui partager que je l'aimais, que j'étais là pour lui, puis que je m'excusais. Puis ça a fait une grande, grande, grande différence parce que je l'écoutais parler, puis tout ce qu'il disait, probablement un mot sur deux, la posture que j'avais avant, j'aurais snappé sur tout, sur chaque mot.
Ça m'aurait déclenché. Ouais, Je ouais, le voyais passer. Je voyais le mot ouais. passer, puis je me Ah faisais, oui, ça aurait déclenché. comme dans J'aurais Matrix, comme dans le film Matrix, là, tu voyais le truc littéralement, passer, la balle passer, tu dis, ah, celle-là, littéralement. ouais, C'était fou. Puis, ouais, donc, ça lui a permis de tout libérer ça. Puis, tout ce qui était magnifique par après, ça a été que le fait que j'ai tout accueilli ça. J'ai pas dit un mot. hmm, À part, merci, je hmm, m'excuse, puis je vais m'assurer de faire attention, puis hmm, de pas produire ça. Ce que ça l'a permis, c'est que ben, lui a commencé à pouvoir se comprendre lui aussi après, là. Une fois que tout sorti ça, là, il a commencé à plus se comprendre. Donc, lui-même a commencé à en faire du sens, à comprendre, lui, sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Puis lui, de comprendre ben, son schéma à lui, de se positionner un peu plus en victime avec moi, puis de se positionner plus en, des fois comme enfant, des fois comme adolescent, parce que là, de vouloir me challenger. Fait que pour lui, il voulait aussi me plaire. Fait que mon frère, dans les phases où il voulait me plaire, s'il m'amène une idée dans l'organisation, là, il amène un projet, et que ma réponse est autre chose, puis là, je dis était autre hmm, chose hmm, que wow, c'est merveilleux, bravo. Si c'était autre chose, hmm, genre, OK, c'est intéressant, peut-être qu'on pourrait. Écoute, je vois peut-être ça, je vois peut-être ça, je vois peut-être ça. Il était en tabarnak. ah oui, Excuse-moi, là, ça le mettait par terre, quoi, hein, ça le ah, mettait, ouais, ça fonctionnait. Puis, ouais, et sa réponse c'était, et son réflexe c'était, t'es fermé, je peux hmm, rien te dire, j'ai pas de hmm, place. ouais, c'est ça, C'était systématique, c'était toujours ça. ouais, Donc, moi, je me sentais pris au piège, ouais, lui se sentait pris au piège, ouais, jusqu'à temps qu'on découvre que justement, puis que lui découvre que, hey, allons l'un vers l'autre avec une posture d'ouverture, allons questionner l'autre dans sa vision, dans ce qu'il voit. Puis lui, ben, ça a tout changé aussi. Au lieu de se sentir comme il a besoin de me plaire, ben moi, il a compris que je l'aimais, puis je le trouvais déjà hot. Donc, puis là, lui, il a réussi à pouvoir commencer à être assez solide à l'intérieur pour dire, j'ai pas besoin de la validation de mon frère que je prenais pour mon père. Bon, déjà, ça aide en tabarouette. Et moi, de mon côté, ben, je peux être vulnérable avec mon frère, puis j'ai le droit de pas avoir raison. J'ai le hmm, droit d'apprendre de lui. hmm, C'était fou, Thomas, dans ce temps-là, là. ouais, Il n'y a pas grand-chose que je pourrais apprendre de lui. ouais, c'est ça. J'étais fermé. J'étais Wow. complètement fermé. À part des choses bien spécifiques que j'avais jamais vues, tu sais, que j'avais vraiment pas touché. Par exemple, mon frère est devenu un très bon mixologue. J'avais beaucoup de respect pour lui. Mais dans le chemin que moi j'ai tracé, j'avais pas de respect. C'est drôle, hein? Ouais, J'avais pas de confiance, j'avais pas de respect. Il pouvait rien m'apprendre. Oh, ouais, fermé comme une huître. ouais, Donc, ça m'a permis aussi de me dire, puis d'ouvrir ça, tu sais. Puis je dis pas que c'est aujourd'hui, tu sais, c'est réglé, là, parfait, là. En fait, ce qu'on a fait, quand on a découvert ça, on a demandé un coup de main à Catherine, fameuse ouais. Catherine qu'on Donc en parle Catherine, ici. qui est une coach, un professionnelle pour nos Exactement. auditeurs, une coach de grande qualité que nous Vraiment. resaluons, voilà, et Ah oui. qui vous a aidé. Ouais, Oui. Puis elle nous a permis, puis je terminerai avec ça, elle nous a permis de trouver notre recette. ouais, Notre recette, nos balises, nos garde-fous, qu'est-ce qui va nous permettre et qu'est-ce qu'on. C'est quoi là, à quoi on doit être sensible que quand tel schéma risque de revenir, OK, whoop, qu'est-ce qu'on fait en étapes? Tu sais, étape bon, première, une bonne conversation avec ouverture et des questions. Deuxième, une vraie communication en CNV, en communication consciente, communication non violente avec le guide qu'on doit tous les deux remplir, auto-empathie, blablabla. Puis si les deux, ça fonctionne pas, ben whoop, coaching tout de suite, ouais. médiation. Hmm. Tu sais, comme on a cloc, 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 cloc. Puis jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu besoin de passer l'étape 2. Ouais, On ouais, a ouais. toujours Waouh. été à l'étape 1. Mais au moins, on sait qu'on a ça, parce que pour nous, notre intention, c'est de préserver notre relation de frère à tout prix. Puis voilà. Extra. Je trouve ça super inspirant, si tu me permets. Ce que je sens là, c'est que finalement, tout ton chemin personnel, il y a eu une bascule en toi, en fait, un chemin de prise de conscience. Euh, et une bascule personnelle avec tout ce chemin que tu as fait qui a permis à un moment, c'est toi qui as déclenché une conversation en profondeur avec ton frère, qui a été vraiment un moment de rupture dans votre relation, je sens, dans laquelle tu t'es mis en vulnérabilité, en nommant le réel, quoi, au fond Mm. de la relation dans laquelle on est depuis le début, puis au fond, c'est plus ça que j'ai envie de vivre, et puis
Et puis, en fait, ça a ouvert quelque chose en lui. Je sens que cette conversation a été comme un moment de nettoyage, qui a été assez de nettoyage relationnel, quelque part. C'est votre métier en plus, donc quelque part, Oui, c'est vrai. j'avais pas fait le. Je viens de Non, non, faire le c'est ça. rapprochement en même temps que je te le dis. Et un nettoyage qui lui a permis, lui, de finalement de nommer tout un tas de choses et je sens que c'est un moment qui a ouvert quelque chose de nouveau pour lui il y a eu un avant et un après, quoi, d'un chemin de prise de conscience et de progression pour lui aussi. Et, Mm. euh, et puis, vous avez su vous faire accompagner par un coach. Et aujourd'hui, je sens il y a un process. Au fond, vous avez écrit un process qui nous permet de... C'est quoi les signaux qui nous permettent de savoir à l'avance qu'on va aller dans le mur, qu'on va être dans le rouge, là, et que Mm. qu'est-ce qu'on Mm. fait? Niveau un maintenant ce niveau un maintenant ce niveau 2 maintenant ce niveau Ouais. 1 communication non violente, etc. Voilà. Et puis maintenant ce niveau 2 le coach, pour nous aider. C'est vachement intéressant. Bravo, bravo pour ça. Mm. Très inspirant. Merci. Merci. Je suis bien, c'est une de mes belles fiertés, au-delà de bien d'autres, dans le Ah sens ouais, que ouais. très, très, c'est beaucoup. En fait, sans ça, on dirait que tout le reste perd son sens. Mais oui, Pour moi. mais oui. C'est un vrai acte d'amour, au fond, ce que tu as fait là. Ben oui. Ah oui. Puis, oui, puis d'une part, euh, je crois aujourd'hui que si je suis capable, si j'ai été capable, ouais, je pense que ça leur a acheté énormément de confiance en moi parce que si j'étais capable de nettoyer cette relation-là, qui est, Ouais, pour moi, qui était la relation la plus difficile, ouais, la plus prenante, qui sortait le plus laid de moi, là. ouais, Ah, j'étais laid, 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 laid. Je me regarde, là, comment mes réactions, mes interventions, il n'y a rien que j'aimais de moi dans ma relation avec mon frère à ce moment-là. Si j'ai réussi à faire ce nettoyage-là, pour moi, il n'y a pas une relation. Il n'y a plus une relation qui me stresse. ouais. Tu sais, j'ai réussi à m'enlever du chemin, comme je disais, avec mon frère. Mm, Ben, mm, avec ma femme, j'ai confiance, tu sais. mm, mm. C'est la deuxième personne avec qui j'ai le plus de risques, dans le fond, d'avoir des difficultés parce que je crois sincèrement que l'intimité rend les choses plus complexes à certains égards. Elle la Ah rend oui. plus facile, mais plus complexe. En tout cas. Mm, Bref. Fait que, ouais, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, puis j'ai le goût de dire que je pense que même collectivement, c'est devenu une histoire structurante, tu sais, mm. fondatrice Ben oui. d'un succès donc quelqu'un qui va me dire, ah non, moi, je suis pas capable de le sentir, ça se réglera jamais, je serai pas capable, on sera pas capable. Je vais me dire, excuse-moi, là, va Ouais, falloir que tu te lèves de bonne heure pour me ouais, convaincre. ouais, ouais. Mm. Super, écoute, c'est un épisode, c'est probablement l'épisode le plus long de l'histoire du podcast, mais en Je suis pas même temps, surpris. j'ai rien envie d'enlever de tout ça, je trouve ça tellement intéressant. J'ai une dernière question à te poser, si tu as encore un peu d'énergie. Écoute, Yes. c'est un sujet qui intéresse bien sûr aussi tous les entrepreneurs familiaux, c'est le sujet de l'actionnariat. Donc, Ouais. vous êtes, je crois, quatre ou cinq actionnaires, ton frère en Quatre. fait partie, quatre. Ton Exact. frère, toi, comment vous... Et puis tu as deux autres actionnaires, tu m'avais dit à votre directeur ou responsable administratif et financier, et Exact. puis un de tes partenaires historiques qui aujourd'hui fait partie de Exact. l'entreprise, hein, c'est ça Exactement. Lui avec qui j'ai fait le sablage de plancher. ouais, c'est ça, Étienne. un de tes premiers compagnons de route de l'entrepreneuriat. Ah Et ouais. voilà. Exactement. Et comment vous travaillez ensemble entre actionnaires? Vous avez des moments où vous vous réunissez? Il y a quoi? Il y a un conseil d'administration? Vous avez un espace où vous vous réunissez? Il y a des sujets sur lesquels vous travaillez ensemble? Comment tu animes? Comment vous animez cette partie-là de gouvernance? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que cette partie-là de notre recette là, est pas aussi consciente et mature que le Hmm. reste. Bon, je déposerai ça tout de suite. Je vais dire qu'est-ce qui marche bien pour nous, qu'est-ce qui marche peut-être moins bien pour nous. Ça va être plus facile pour moi. Bon, ce qui marche bien pour nous, c'est qu'à tous les années, on fait un genre de point d'étape de l'année qu'on vient de vivre ou qu'on est en train de vivre et un réalignement de la vision stratégique. Je- on pourrait l'appeler planification stratégique, mais
c'est pas une planification stratégique comme on l'entend, là, par exemple, avec iOS ou Traction ou tous les autres systèmes de planification et de rituels, là, d'organisation. Nous, on parle plus dans ces rencontres, on parle plus de dynamique qu'on veut vivre, par exemple. C'est sûr, ça touche beaucoup à la stratégie. Ça donne que pour nous, on fait quand même je fais une différence entre actionnaire et stratégie, ou par exemple actionnaire et centre de service et toutes les autres. C'est juste que ça donne qu'actuellement, les quatre actionnaires, on est beaucoup les quatre responsables stratégiques. Les quatre Ouais, personnes qui touchent à la stratégie ouais, globale, par exemple. ouais. Euh, donc, naturellement, on a tendance à venir vraiment l'un vers l'autre et travailler ensemble, les quatre, pour ce qui a rapport à la stratégie. Là où on a des points de vigilance, c'est la partie où on va discuter des. Puis là, tu vois, à partir de l'année dernière, de cette année, en fait, on termine notre année. Puis ça serait, écoute, on aurait une autre heure et demie là, de sujet là-dessus sur Mm, le modèle financier, mm, sur comment on a réussi à trouver une recette financière qui mm. soutient une philosophie et une structure comme la nôtre. Ouais, C'était pas simple non plus, ça. c'est pas simple. Je veux dire que quand tu essaies quand tu es une organisation qui n'a pas d'objectif et qui tient à ne pas avoir d'objectif, pour quelqu'un de finance, de budgéter, c'est pas facile. Mm, Donc, il a fallu trouver une mm, recette mm, qui venait combler les besoins de tous. Et mm, on en a trouvé une. Mais bref, euh, donc, on réfléchit à notre budgétisation pour l'année d'après ou l'année qui vient, parce que nous, on est une entreprise, on a la chance d'être une entreprise récurrente. Tu sais, on facture de manière mm, récurrente. Ben, on, on a une décision à prendre en tant qu'actionnaire sur le pourcentage de profit net qu'on aimerait avoir à la fin de l'année. Puis je dis on aimerait parce que c'est pas à tout prix, on s'entend. Euh, Tout le reste des critères, des points importants pour nous sont toujours prioritaires que le profit net, mais on a quand même on a un souci de ça de plus en plus clair. Puis honnêtement, c'était pour moi un point très flou qui m'a créé beaucoup de stress, de frustration dans les dernières années parce que moi, suite à la lecture du livre de Frédéric Laloux, par rapport à la philosophie de libérer et tout, j'étais très arrêté dans mes croyances sur non, on ne visera jamais, tu sais, j'avais des mots comme ça, mm, du profit net. mm, Si vous êtes actionnaire avec nous puis que c'est des dividendes que vous voulez, mm, va-t'en. Tu sais, j'étais très, mm, très arrêté. mm, Maintenant, j'ai découvert d'autres systèmes. J'ai parlé avec beaucoup d'autres entreprises. J'ai la chance d'être dans un regroupement de cercle des leaders ici à Québec on est des entreprises avec des philosophies similaires. J'ai été nourri beaucoup de ça, donc je suis un peu moins arrêté là-dessus. Aujourd'hui, on se permet plus, les actionnaires, de dire, regarde, là, c'est important, là, il y a eu de l'argent qui a été investi, on a une responsabilité différente, une imputabilité différente. On a- je considère que je suis capable aujourd'hui de défendre avec confiance, bienveillance, clarté le rôle de l'actionnaire et son champ euh, de responsabilité. Fait que c'est moins tabou pour moi. Je suis content. Ça a été longtemps un peu trop tabou. Fait que c'est sûr et certain que ce qu'on parle, c'est au niveau de qu'est-ce qu'on veut comme profit net. On parle aussi des grandes orientations stratégiques, mais puis surtout reliées à qu'est-ce que nous, on veut vivre humainement dans l'organisation. Donc, à quelle place on se voit s'épanouir dans l'organisation. Si moi, je me vois m'épanouir dans l'organisation, comme par exemple, on va passer par de l'acquisition, là, probablement dans les prochaines, en fait, assurément dans la prochaine année, parce qu'on veut faire du développement géographique. Mais pour moi, ce que je veux vivre, c'est défricher le concept d'acquisition. J'ai mon autre collègue qui, lui, Étienne, par exemple, ben, il voulait vraiment se perfectionner en marketing, en rayonnement, en marketing d'impact, par exemple. Ben, tu vois, lui, il est parti dans cette direction-là. Puis parfait, le bateau, donc les grandes orientations s'en vont dans cette direction-là. Même affaire pour mon frère, Alexandre, qui, au niveau opérationnel, on va dans ce sens-là. Donc, euh, donc, il y a clairement les orientations de l'organisation qui dirigent un peu en fonction de l'épanouissement ou de ce que le groupe a envie de vivre. Euh, Maintenant, là où on a une genre de nuance, c'est que quatre actionnaires, on travaille au centre de service aussi. Puis le centre de service, on a une autre personne avec nous dans l'équipe. Puis pour lui, il nous l'a témoigné dernièrement, puis il faut faire attention à ça, c'est qu'il sent des fois qu'il est le cinquième de l'équipe d'actionnaires, mais pas actionnaires. mm, Donc on a des discussions qui tournent autour de
bon, justement, des enjeux là, bon, d'argent, de dividendes, de philosophie sur, puis de bagarre, là, de vision puis de croyance, puis qu'il n'y a pas rapport avec lui. Donc, dernièrement, je te dirais qu'on est plus conscient de ça, puis on s'est assuré, euh, non pas d'avoir des discussions sur l'argent avec lui, là, parce qu'au contraire, c'est super important, mais de, de clarifier, de dire, OK, ça ici, garde, c'est champ d'expertise actionnaire pour telle affaire. C'est toujours public. Si quelqu'un veut participer, aucun problème. Si quelqu'un veut nous poser des questions, c'est public. Nous, on est parfaitement transparent. C'est juste que c'est pour toi, ça n'a pas d'impact, t'as pas rien à ajouter là-dedans. Bon, en quoi on va te faire perdre ton temps, là, 2 heures de ta vie ou 4 heures de ta vie à discuter de ces affaires-là? Donc, on a fait une démarcation, vraiment une division entre les deux. Puis le reste, là, le reste du temps, je vais être vraiment honnête avec toi, j'ai un particulier dédain et malaise quand on utilise ce mot actionnaire Hmm. dans une conversation, dans une décision, dans un ressenti. C'est de dire, ouais, mais je suis toujours bien actionnaire. Oh, Chris, moi, ça marche pas. Attends, là, derrière ce côté-là, ça se peut que tu aies des besoins, là, puis ils sont importants. Mais de mettre le droit de veto, le stamp de je suis actionnaire, on tombe tout de suite en posture haute, puis pour moi, on est en train de déraper de la cohérence, on est en train de déraper de plein d'affaires. Donc, il y a des façons pour moi, pour nous, qui fonctionnent bien pour être capable de partager qu'est-ce qui est important pour soi, puis de trouver un consensus gagnant-gagnant, mais de mettre le système de l'actionnaire. Moi, je ne l'ai jamais fait en tant que leader, puis je ne veux personne le fasse autant avec un coordonnateur, un leader de proximité qu'avec un préposé, de dire, hey, c'est moi ton leader, c'est moi ton C'est cours ça, d'eau. c'est ça. Pour moi, c'est un non-sens. On brise la chaîne. En fait, on brise le cercle vertueux. On brise le. Pour moi, c'est une façon, c'est un raccourci pour c'est un raccourci pour fermer une discussion, une conversation, une décision, puis qui légitimise de ne pas nécessairement en faire du sens. Puis ça, pour moi, c'est un non-sens. Hmm. Fait que je dirais, écoute, mais comme je te dis, on a encore des zones d'ombre là-dedans, puis on apprend beaucoup encore à manœuvrer. Autant dans nos échanges, tu sais, j'ai un exemple dernièrement, je ne vais pas nécessairement tout partager, ben, dans le sens que je sais que le temps file, là. Euh, Mais on a eu, par exemple, on a un enjeu, nous, quand on appelle le bruit sur la ligne. Fait que si moi j'ai un enjeu avec un, on a discuté de quelque chose, puis là, l'autre s'en va chercher, s'en va discuter avec les autres pour avoir des alliés, aller se chercher des alliés dans la discussion, dans ce concept-là, on vient de briser quelque chose. Puis il s'est passé de quoi dans ce sens-là? Une niaiserie, là, un détail. Mais par le fait d'aller chercher des alliés, mais là, c'est pas moi qui est en train de partager ma vision des choses. On n'a pas fait de quoi en équipe. On le fait. Ben là, tout d'un coup, on a 3 contre 1. Là, ça fonctionne pas, là. On l'a vécu, puis ça crée beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration. euh, Parce qu'on est tous des porteurs de sens. Puis on parle tout en besoin. On est trop évolué dans notre conscience. Fait que quand il y en a un ça vient affecter la liberté, ça vient affecter le sens, l'écoute, le respect. Oh boy, donc on a des trucs à faire attention encore. Mais notre recette est encore à peaufiner, je dirais. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup hein, pour cette humilité, là, comment tu présentes le champ du travail entre actionnaires. C'est un chemin où vous êtes en train d'affiner, chercher Ouais, la recette, votre recette. vraiment. J'entends il y a déjà des espaces de travail entre actionnaires qui existent et en Ouais. même temps, il y a encore des zones un peu où ça se croise, où peut-être il y a encore un peu de confusion avec le rôle de gestion de l'entreprise et puis le rôle de copropriétaire de l'entreprise. Et puis j'entends aussi ta grande vigilance derrière ce mot actionnaire à l'intérieur de l'entreprise, comment ça peut mettre des personnes en position haute. Moi, j'appelle ça dans mon jargon à moi, c'est-à-dire un peu, je suis un peu au-dessus de toi, ça me permet de, voilà, sans le vouloir au fond, mais donc Hum, j'entends hum. ta grande vigilance à l'utilisation de ce mot et voilà. Et puis tu es en recherche sur ce point-là et je trouve sur ce sujet, je trouve que c'est vraiment intéressant, vraiment inspirant. Il y a d'ailleurs un épisode, si ça t'intéresse, avec Ouais. Michel Rességuier,
qui nous parle des entreprises familiales et qui parle de dans un certain nombre d'entreprises familiales, une des zones de fragilité des entreprises familiales, ça peut être la confusion entre Mm. le rôle d'actionnaire et le rôle de direction générale, qui sont deux rôles différents c'est un peu comme quand je suis dans un appartement, j'ai ma casquette de propriétaire qui gère un actif. Et puis Mm. j'ai ma casquette de celui qui utilise l'appartement, c'est la direction générale. Mm. Et donc c'est pas les mêmes rôles. C'est bref, et quelquefois dans les entreprises familiales, il peut y avoir confusion entre les deux. Bref, et donc tu verras si ça t'intéresse, Ah, c'est l'épisode intéressant. est intéressant, Sans je faute. trouve. C'est sûr, je vais écouter ça. Merci beaucoup Sébastien pour cet épisode. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'ai pas vu le temps passer. Merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. Yeah. J'espère que vous avez été aussi intéressé que moi. Sébastien, merci à toi. J'espère qu'on va rester en lien tous les deux. Je le souhaite. En tout Et cas, sur LinkedIn, du moins. oui, déjà pour commencer. Et puis chères auditrices, chers auditeurs, si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et puis au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast L'entreprise familiale, nouvelle génération. À bientôt.